Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous qui nous suivez également depuis notre chaîne partenaire Sika TV. Lélie Dodino, bonsoir à vous. Ulrich Atineou, bonsoir. Auditeur, auditrice de Soleil FM, bonsoir également. Vigile Avancé, bonsoir à vous aussi. Bonsoir Ulrich, bonsoir à tous. Oh, nous avons ce soir un invité sur ce plateau, Yannick, le docteur Yannick Tandier. Il est chirurgien urologue, secrétaire à la revendication aux affaires juridiques du SIANEB, syndicat autonome des médecins du Bénin. C'est bien ça, monsieur Tandier? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a simplement constaté qu'au fur et à mesure que le 30 août s'approche, date butoir pour les agents hospitalo-universitaires de choisir entre exercer dans le privé ou dans le service public, il y a des voix qui s'élèvent pour parler de la mise en exécution de la décision du gouvernement, puisque le gouvernement a voulu donc mettre fin à cette double activité, cette double fonction de ces agents hospitalo-universitaires qui, entre-temps, font peut-être peu de travail dans le secteur public et s'occupent beaucoup plus de leur cabinet. Le gouvernement a voulu donc finir ou arrêter l'hémorragie. Mais vous pensez que, en fait, cette réforme, elle est bonne, mais sa mise en œuvre serait difficile. Déjà, dites-nous, est-ce que vous, en tant que médecin, urologue ou syndicat ou membre du syndicat autonome des médecins du Bénin, est-ce que vous avez déjà fait votre choix, puisque nous sommes pratiquement à une semaine de la fin de la date butoir que le gouvernement vous a accordée? Oui, le choix est fait déjà. Le choix est fait, n'est-ce pas? Ouais. Bon, voilà. Et quelles sont les difficultés aujourd'hui auxquelles vous pensez que la mise en œuvre de cette réforme seront confrontées? Beaucoup de difficultés, surtout pour la population. Bon, pour les médecins, c'est vrai, c'est un manque à gagner, mais pour la population, beaucoup de difficultés pour nos centres de santé aussi. Et séparer le public du privé, je pense que c'est primordial, et ce que le gouvernement fait comme réforme aujourd'hui, c'est alloué, mais il faudrait des avant-gardes. Appliquer cette décision du jour au lendemain serait très difficile et serait préjudiciable même pour la santé de la population béninoise. La mise en œuvre donc ne serait pas profitable pour la population? Non, à mon avis, à mon humble avis. Après mes analyses. Après votre analyse ou après l'analyse des membres de votre syndicat? Après l'analyse des membres de mon syndicat, et en tout cas mon avis personnel, quand on a fini de débattre, on a vu que ça n'avantageait pas du tout la population. Et qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? Est-ce qu'il y a eu une démarche auprès des autorités pour leur expliquer les résultats de vos analyses? Oui, ça a commencé. Et on a commencé par communiquer. On va beaucoup communiquer dessus pour montrer l'autre versant de l'application de cette décision à l'autorité. J'ai dit que c'est une décision qu'on a accueillie à bras ouverts, mais il faudrait un certain avant-garde parce que aujourd'hui, on a un manque criard de médecins au Bénin, de spécialistes au Bénin. Et il y a beaucoup de centres de santé qui n'ont pas de spécialistes, qui n'ont pas de médecins. Il y a des hôpitaux de zone qui ne comptent qu'un seul médecin à peu. Il peut faire quoi là où il doit avoir près de 5, 6, 7, parfois même 10 services. Et dans un contexte pareil, ces médecins qui doivent gérer également, je dirais pratiquement des zones sanitaires, ils créent encore des cliniques. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Non, non, ce n'est pas du tout normal. C'est comme s'ils avaient encore de temps à exploiter ailleurs. Je suis entièrement d'accord et le code de travail a été très clair. On a dit le travail béninois travaille 40 heures par semaine, il travaille de 8 heures à 16 heures et le reste de son temps c'est pour le repos. Je ne dis pas que créer un cabinet, outre être en train d'exercer dans le privé, c'est normal, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais je dis, le droit nous permet de faire un certain nombre de trucs. Si le gouvernement pense que c'est parce que les gens travaillent dans le privé qui ne s'occupent pas correctement du public, je suis d'avis avec eux. Mais il va falloir cadrer ça. Parce qu'aujourd'hui... Comment est-ce que le gouvernement va... Ben, c'est déjà la mesure que... Oui, vouloir séparer du coup le privé du public, on arrivera à un moment donné. Chacun fait dire son choix. Chacun sait pourquoi il a fait son choix. On arrive à un moment donné où soit c'est le secteur public, soit c'est le secteur privé qui va se retrouver vraiment en manque criard de médecins, ou ceux qui ont, par exemple, je prends le secteur privé, qui ont investi pour avoir des cabinets et qui sont même en règle, ne pourront même plus exercer. Ils vont finir par fermer parce qu'ils n'auront pas de praticiens. Ou soit c'est l'État qui n'a pas déjà beaucoup recruté. Depuis environ 20 ans, l'État n'a réellement pas recruté. Eh bien, on fait des saupoudrages de recrutement. C'est comme ça que moi, je l'appelle parce qu'il y a assez de médecins au Bénin, mais dans la fonction publique, on peut en compter combien?
Donc, on n'a pas encore beaucoup dans la fonction publique. C'est ceux-là qui travaillent aussi un peu dans le privé. Mais si on finit par dire, choisissez, on va choisir peut-être travailler dans la fonction publique. Mais à la fin, les privés seront fermés. Ou soit, si on choisit de travailler dans le privé, à la fin, les publics n'auront pas de médecins pour pouvoir travailler. C'est la population qui va souffrir. Mais, je donne un exemple simple. Oui, allez-y. Je prends le cas, par exemple, d'un CHU, où un spécialiste, il est seul dans la zone, et c'est lui seul qui fait les consultations, et en public et en privé. Il se retrouve à choisir, par exemple, le public. Il va en consultation, il ne doit pas dépasser un certain nombre de malades. Le médecin, après tout, c'est un humain, et quand il est fatigué, ce n'est pas comme un véhicule, tu as fini de démonter, tu as mal démonté, tu peux encore remonter. Non. Quand on démonte mal un homme, ça finit à 2 pieds sous terre. Donc, on a une charge de travail qu'on peut exécuter, être concentré dessus pour savoir qu'on est en train de réellement travailler. Celui-là se retrouve dans le public, et vu qu'il ne peut pas plus en privé, tout ce qu'il brasse en privé se retrouve dans le public. Il vient le matin, des malades sont assis. D'habitude, il brasse peut-être 10 dans le public. Avec le privé en plus, il doit brasser 40. Il ne pourra pas brasser. Il va faire ce qu'il peut, il va laisser le reste des malades. Pas plus tard que dans la semaine, on a vu... Mais cela ne vous engage pas. Le gouvernement saura qu'il y a donc un manque de médecins. Il faut donc recruter. Le gouvernement sera en son temps face à ses responsabilités. Justement. Le gouvernement sera en son temps face à ses responsabilités. Est-ce que c'est quand on va commencer par décompter des décès ou bien des cas de complications qu'on va recruter? Moi, je pense, comme je dis, il faut prendre des mesures d'avant-garde. Si on avait déjà un plan de formation, par exemple, pour les médecins, de recrutement, et qu'on connaît réellement la cartographie sanitaire au Bénin, et on sait de quoi on a besoin, comment est-ce qu'on va pallier à ça, et qu'on veut appliquer cette mesure, je serais entièrement d'accord. Je n'aurais même pas de commentaire à faire. Vous, la conclusion de vos réflexions donne quoi? C'est-à-dire, vous voulez désormais que le ministère revienne sur sa décision, dit, bon, d'accord, nous acceptons, nous n'allons peut-être pas demander à ces médecins ou à ces agents qui exercent cette double fonction, donc de faire un choix. Désormais, ils peuvent le faire, tel que on l'a dit, il y a des gens qui sont exemptés de cette mesure. On va peut-être l'étendre à d'autres. C'est ce que vous souhaitez après réflexion? On ne souhaite pas ça. Si, on doit appeler chat, qu'on appelle chat, on doit appeler souris, qu'on appelle souris. Bon, là actuellement, on veut séparer. Quelles sont les mesures compensatoires que le gouvernement a préparées pour pouvoir pallier à ça? Puisque, on dit, les publics, ceux qui travaillent dans le public sont dans le privé, ceux qui travaillent dans le privé sont dans le public. Qu'est-ce que l'État a prévu? Parce que si je me retrouvais dans un centre où il y a 2 hommes, par exemple, du public, qui viennent travailler avec moi, et qui sont obligés de choisir, par exemple, le privé, je vais me retrouver seul. Je ne pourrai pas accomplir la masse de travail. Nous, on veut des mesures, on veut des propositions concrètes de la part du gouvernement. Ah oui, nous interdisons ça, mais on veut ci, on veut ça, on veut ça. S'ils recrutent en plus, s'ils équipent en plus, je pense que les médecins vont travailler. Ce n'est pas la capacité qu'il n'y a pas, mais les médecins sont formés pour faire des choses. Mais c'est parce qu'ils ne retrouvent pas tout dans le public que parfois ils sont dans le privé, parce qu'ils ne retrouvent pas tout dans le privé, parce qu'ils sont dans le public. Si on peut recruter en plus, nous équiper mieux payer les médecins, je pense que ça va être vraiment faisable. Mais dans l'atmosphère actuelle, ça va être un peu difficile pour les malades. Vigile Awansé, est-ce que ce que dit notre invité est pertinent? Oui, en partie, il n'a pas tort. Mais si je retrouve un médecin syndicaliste plutôt syndicaliste de la population, c'est plutôt rare. Je pense que le gouvernement a pris sa décision et il faut sans doute laisser la décision s'accomplir. Il faut laisser la décision s'exécuter, quitte à peut-être percevoir les failles. Quitte à percevoir les failles. Je donne rapidement peut-être la parole à Nelly de Gino, le temps de vous retrouver. Je ne vous arrache pas la parole, Vigile Awansé. Je demandais tout à l'heure si c'est pertinent cette analyse. Les syndicalistes du secteur de la santé ont attendu pratiquement à la fin. Nous sommes à moins de 10 jours de la date butoir et ils disent, bon, écoutez, la mise en exécution de cette réforme pourra donc rencontrer des difficultés. Bon, peut-être c'est tellement après que les uns et les autres aient pris leur décision. Vous n'avez pas idée de combien on fait l'option de rester dans le privé ou combien on fait l'option de rester dans le public. Donc peut-être en leur sein, dès qu'ils ont fait le point, ils se sont dit, il faut forcément qu'on alerte pour dire tel que c'est fait, tel que ça sera appliqué, il y aura problème à tel niveau, à tel niveau. Donc moi, je pense que d'abord le délai
qui leur avait été donné était très court pour pouvoir opérer une réforme du genre, une réforme de cette envergure. Ils n'avaient qu'un mois et quelques jours pour faire un choix. C'est ça que je dis, c'est une réforme. Quand vous décidez ou vous demandez à des personnes qui exercent et dans le public et dans le privé à la fois, vous leur donnez le temps nécessaire pour prendre les dispositions. Même le gouvernement devrait se donner le temps de prendre des dispositions en amont pour qu'en aval, qu'il n'y ait pas de discussion. C'est-à-dire, on a pris les mesures. Le plateau technique a été amélioré. On sait que dans telle zone, même si beaucoup décident d'aller en privé, on a de quoi positionner les médecins. Il n'y aurait pas, comment on appelle le mot là, il n'y aurait pas manque de médecins. On aurait pris ces décisions-là. On aurait fait ce travail en amont. Mais puisque le gouvernement a décidé de le faire ici, c'est vrai, eux, leurs syndicats pensent que ce serait dommageable pour la population. On l'avait aussi dit sur ce plateau. Mais il y a d'autres syndicats qui ont applaudi et ont souhaité à ce que les uns les autres prennent leurs responsabilités et d'opérer un choix. Forcément, ils auront à faire un choix. Et comme Vigile l'a dit tout à l'heure, laissons exécuter, on verra les failles. Peut-être en fonction des failles, on trouvera la solution. La solution, ce peut être l'affermage décrié par les médecins. Ce peut être le recrutement d'autres médecins. Ce peut être le recrutement à l'international de spécialistes ou dans la sous-région pour combler le vide qu'auraient créé les départs au niveau de la fonction publique. Il y a certainement, le gouvernement aurait certainement pris ces mesures. Jusqu'à présent, on ne sait pas quelles sont les mesures qui ont été prises ou quelles seront les mesures prises. Mais ce qui est dit, vous faites un choix. Si à la fin du mois, le choix a été fait, le gouvernement en tirera les conclusions et prendra les dispositions y afférentes. Donc, nous ne sommes pas gouvernement, je ne suis pas ministre de la Santé pour décider de quel sort sera réservé aux uns aux autres. Que les syndicats au niveau de la maison santé fassent le travail peut-être de communication, peut-être de plaidoirie, peut-être de consultation, pour qu'au moins la mesure ne soit pas brusque pour la population. De toute façon, on verra le 30 août de quoi ça aura l'air, si nous aurons uniquement des médecins en privé, puisqu'il faut reconnaître qu'à ce cas que c'est un métier aussi libéral, qu'il est aussi que le médecin a cette possibilité-là, à ses heures libres, de travailler dans son cabinet. C'est légal. Les heures libres, c'est aussi pour le repos. Vous travaillez à vos heures libres, c'est vous qui décidez de vous revenez dans le service public fatigué. Non. C'est vous qui décidez de ce que vous faites. Quand vous prenez les congés, vos jours de repos ici, vous faites vous avez parlé de congés. Non, je parle des jours de repos. Vous faites quoi avec vos jours de repos? C'est vous qui aménagez votre programme, votre agenda. Mais cela ne veut pas dire que vous revenez ici les yeux enflés. C'est vous qui gérez. Vigile Awansé, est-ce que ces agents n'ont pas la peur au ventre à quelques jours du moratoire du 30 où ils devraient donc choisir entre le public et le privé? C'est légitime qu'ils aient cette peur-là, de mon point de vue. Je n'ai pas l'impression que M. Yannick Tandier soit vraiment venu ici pour défendre les populations, comme il le fait croire. Il défend d'abord ses syndiqués, il défend d'abord les militants de son syndicat. C'est normal, c'est légitime. Quand il dit que bon, ça va être dommageable pour la population, je n'ai pas l'impression non plus que, ayant déjà effectué le choix, que lui personnellement, tout au moins peut nous donner sa réponse ici. Il n'a pas choisi le privé. Je parie qu'il n'a pas choisi le privé. Et il est très probable qu'à forte majorité, ils vont choisir le public. Donc, comment, en ce nombre-là,
avec ce temps-là qu'ils délaissent désormais dans le privé, on va encore avoir des problèmes. Mais il dit qu'ils auront 8 heures à faire, c'est de 8 heures à 16 heures. Ils ne vont pas dépasser la limite. Vous avez sans doute écouté l'ancien ministre de l'Éducation, médecin de son État, qui est passé par ici, hein, Léonard Padon-Dioro, oui, à la retraite, qui a dit oui, la mesure est applicable, sauf que comme il exige, comme enfin, il n'a pas encore, les syndicats ont l'habitude d'exiger, c'est peut-être pourquoi je dis ça, comme il le demande, et il faut des mesures. Effectivement, sans doute le gouvernement ne pourra pas prendre de justes mesures sans connaître l'état des lieux. Et l'état des lieux, c'est ce que présentera la carte sanitaire en matière de personnel, n'est-ce pas, au lendemain donc de cette échéance-là, donc à partir du 1er septembre, ça va être évalué et les commentages vont être faits de mon point de vue. Parfois, il faut oser parce que tout le monde en convient et lui aussi, n'est-ce pas, l'invité, que c'est un mal qui ronge, n'est-ce pas, le système sanitaire béninois. Ce double emploi-là, donc, que le gouvernement ait décidé d'y mettre fin aujourd'hui, c'est légitime, c'est de son ressort. Maintenant, les mesures à prendre, c'est là où je disais que, ben oui, je suis d'accord avec lui, c'est pertinent. Voilà, donc, on ne peut pas prendre non plus toutes les mesures, n'est-ce pas, sans mettre en œuvre, sans mettre en pratique la décision. Donc, je crois qu'il faut laisser... C'est dit que le gouvernement n'est pas encore en retard. Il y a des mesures qui auraient dû être prises, que je ne vois pas. Le gouvernement n'a pas idée, n'est-ce pas, de combien de postes seront délaissés, de combien de spécialistes on va manquer. Ça, par exemple, il faut attendre le lendemain de la décision de l'échéance pour le savoir. C'est vrai que, puisque, comme il a dit, c'est une matière capitale, matière sensible, sans retour, n'est-ce pas, il aurait fallu prévoir un plan B, un plan C, un plan D, au cas où c'est tel schéma qui se présente. Mais le politique, surtout le politique béninois, n'a pas ce réflexe-là. Ce n'est pas de ses habitudes. Et c'est en cela que je peux saluer, n'est-ce pas, ces gens d'alerte-là qui se font entendre. Mais on ne peut pas dénier au gouvernement d'avoir pris cette décision de mon point de vue. Il faut le laisser commencer et colmater à thème normal, n'est-ce pas, la décision. C'est ça. Vous avez certainement fait votre choix, un peu comme le disait tout à l'heure Vigile Avancé, monsieur Yannick, docteur Yannick Tandier, vous avez fait votre choix. Oui. Donc, vous êtes... est-ce qu'on peut connaître le choix que vous avez opéré? Je garde toujours et... Vous pouvez changer. Non. Je garde toujours mon choix pour moi. Et rapprochez-vous un peu du micro. Ok, oui. Je garde toujours mon choix pour moi pour le moment. Et j'ai dit tout à l'heure que ce que le gouvernement a pris comme mesure, c'est louable. Et je félicite le gouvernement de la rupture pour avoir fait ce pas de géant. Je rappelle ça pas de géant. On sait que le secteur de la santé au Bénin, ça ne va pas. Ça n'allait pas du tout. Il a pris son courage à deux mains, il a mis la patte dans la fourmilière. Et voilà, les fourmis vont détaler. Mais les précautions, avant que tout ça ne soit fait. Quand vous parlez de précautions, de quoi vous parlez? Bon, j'ai donné un exemple tout à l'heure. Il y a des centres qui n'ont pas du tout de médecin. La première mesure que moi j'aurais aimé que le gouvernement prenne, par exemple, c'est de fermer d'abord tout ce qu'il y a comme cabinet illégaux. Il y en a plein, ça pullule partout. Et c'est des cabinets de mort. Ça là, il faut le reconnaître. On le sait. On sait, il y a des cabinets qu'on ouvre pour des soignants qui n'ont même pas suivi une formation réglementaire. Quelqu'un qui en a entraîné dans un cabinet pendant 2 ans, on lui donne un papier et il se dit... Ce ne sont pas les cabinets illégaux qui tuent le public. Les cabinets illégaux tuent beaucoup plus le public. En ce sens en ce sens que ces malades qu'on récupère parfois dans le public et qu'on arrive même parfois à sauver et les gens crient tout le temps, c'est des malades qui font déjà le tour de presque tout ce qu'il y a comme cabinet clandestin avant de se retrouver. Non, même les cabinets officiels, les cabinets confessionnels, le CNHU c'est un hôpital de référence et donc c'est le CNHU qui accueille tout le monde. Par exemple, je suis entièrement d'accord. Normalement, c'est parce qu'on ne respecte pas réellement la pyramide sanitaire. Sinon, c'est pas tous les cas qu'on va avoir au CNHU. C'est pas grave. C'est pas pour rien qu'on a les centres de santé, on a les hôpitaux de zone, on a le CHU, on a le CNHU. C'est pas grave normalement. Mais est-ce que d'abord, du centre de santé
jusqu'au CNHU, est-ce que le matériel, le personnel a été vraiment équitablement réparti de sorte à ce qu'on sache Monsieur Tchandé, ce dont il est question, c'est ce que vous-même vous générez. Les problèmes générés par le public, voilà. Ces problèmes qui ont amené le gouvernement à prendre cette décision. Je suis entièrement d'accord que ça, le fait de travailler et en public et en privé, ça générait beaucoup de problèmes. Ça, là, je suis d'accord. J'ai dit que le secteur de la santé avait des problèmes et qu'il faut résoudre ça. Et le donc c'est dit que vous acceptez que c'est deux problèmes différents. Fermer les centres illégaux, oui, d'abord, oui, voir et recenser réguler également l'activité dans le privé et réguler l'activité dans le public. Moi, je pense que si on avait fait comme ça, on a fermé les centres illégaux, on sait que, bon, au Bénin maintenant, on connaît réellement les cliniques qui fonctionnent. On connaît, par exemple, à Cotonou, on connaît les cliniques qui sont aptes à prendre des patients. Mais vous n'allez pas dans les centres illégaux. Non, justement. Ah, justement. Tu penses que je ne peux pas m'asseoir ici et dire que non, je ne vais pas dans les centres illégaux. Avant, c'est là où je loue encore la décision du gouvernement. Mais avant, quand on t'appelle dans une clinique pour aller intervenir, mais tu te lèves gaillardement, tu ne vas pas demander les papiers, est-ce que tout est en règle. Tu vas faire ce que tu as à faire, tu empoches tes sous et puis tu rentres. C'est comme ça avant, personne ne demandait. Mais aujourd'hui, maintenant, le gouvernement a réveillé l'attention et de la population et des centres de la santé sur ce phénomène. Où on sait que l'autorisation que les gens savaient, les potes comment ils ont ouvert plein de trucs, ils savent que ce n'est pas valide. Ils doivent fermer et choisir maintenant de travailler entre le public et le privé. Le public était délaissé par rapport au privé. Ce n'est pas, je ne vais pas dire que c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Mais aujourd'hui, si on veut que, par exemple, nous qui allons choisir le public, par exemple, nous qui allons choisir le public. Donc c'est votre choix. Je n'ai pas dit que c'est mon choix. J'ai dit nous qui allons choisir. Et je parle au nom des médecins. Nous qui allons choisir, par exemple, le public. Oui. Qu'est-ce qui va nous accompagner dans la prise de ces décisions? Je ne vais pas me mettre dans les salaires. Vous parlez des primes, est-ce qu'il faut revoir votre... Est-ce qu'il faut revoir les primes? Il faut d'abord, la première des choses, c'est même pas les primes, c'est d'abord le plateau technique. Parce que quand tu demandes à quelqu'un de donner, de fournir le maximum d'efforts, c'est-à-dire ce qu'il a appris, de l'appliquer réellement, donne-lui les moyens. Et il faut qu'on nous donne d'abord des moyens. Je donne un exemple. Dans tout le Bénin, sur tout le plan national, les échos qui font, les échos de cardiologie, il y en a 2 seulement au Bénin. Et régulièrement on parle. Mais il y en a plus de 10 dans le privé. Lorsque, par exemple, tous ces spécialistes qui étaient dans le public et qui travaillent aussi dans le privé, lorsqu'on va les ranger dans le public, imaginez-vous un instant, est-ce que les 2 échographes, tout le temps en panne, en tout cas au moins 200 jours sur 365 jours, on a souvent reproché à ces agents, vous avez parlé de 10 plateaux techniques pour le privé qui serait peut-être, qui ferait la cardiologie. C'est bien ça. Oui, alors, c'est un exemple. On reproche également, lorsque ceux-là reviendront dans le public, il y aura plus de détournement. Ce que j'appelle peut-être que ces matériels de travail qui sont aujourd'hui dans le privé étaient destinés au public. Et je ne peux pas opiner dessus. Autrement dit, c'est peut-être exprès que les 2 machines tombent régulièrement en panne pour alimenter les 10 du privé. Naturellement. Ça, je pense que vous avez analysé la situation. En tout cas, selon vos... C'est pas gratuit, n'est-ce pas? C'est pas gratuit, je suis d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand le gouvernement a pris cette décision, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement peut dire, ok, au Bénin, depuis qu'on a commencé par acheter du matériel médical, l'administration, c'est une continuité. On sait qu'à telle année, on a acquis telle chose. On sait qu'on a dépensé de l'argent pour faire telle chose, Pourquoi le gouvernement, d'abord, ne prend pas sa responsabilité et on fait réellement d'audit, par exemple, le matériel réellement au CNHU, par exemple, punir celui qui a volé, ce n'est pas faire du mal. Moi, je suis pour. On n'a qu'à faire d'abord des audits, faire des mises au point. On sait, au Bénin maintenant, on a acheté par exemple 10 échographes cardiaques. On n'a retrouvé que 2. Mais il y a des gens qui ont été directeurs des centres pendant ces périodes où ces matériels sont venus et on n'a pas trouvé. Il faut régler d'abord ce problème. Aujourd'hui, on dit, bon, ok, il y en a plus dans le privé, c'est parce que c'est pour le public. Mais vous, en tant que syndicaliste, mais vous ne défendez pas ces choses-là. Non. Vous luttez plus pour vos intérêts que pour l'intérêt de la population. Non, pas du tout. En fait, on a laissé une situation se gangréner. Et c'est là où je loue l'effort du gouvernement à vouloir mettre de l'ordre dedans. Nous, on est prêt à accompagner. Moi, je n'ai pas dit que ce qu'on est en train de faire comme réforme dans la santé, c'est mauvais. Non, on est prêt à accompagner. Accompagner dans le sens où il y a des mesures d'avant-garde. Je dis aujourd'hui, on a sorti des propositions dans le secteur de la santé pour des réformes. C'est basé sur quoi? C'est basé sur l'arbitraire.
quelle étude a été réalisée réellement sur le terrain pour savoir ce qui se passe, par exemple, dans les zones les plus reculées en matière sanitaire? Quelle preuve le gouvernement a aujourd'hui à tendre à la population ou bien aux syndicalistes pour dire, bon, ok, c'est parce que suite c'est ce que les gens disent tous les jours, les gens grognent, les gens crient, c'est sur ça. Mais aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a vraiment un canevas pour dire que on a constaté que du nord au sud, on a tel problème, et pour ça, je pense que si on ferme les câbles et on sépare le public du privé, ce serait mieux. Est-ce qu'on a ça? Parce que moi, ce que moi je vis en zone, ce n'est pas ça que le médecin qui est au CNH vit. Ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas du tout la même chose. La population qui est en zone ne vit pas les mêmes choses que la population qui est à Cotonou. Je prends l'exemple par exemple de la cardiologie où dans le nord jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils sont à peine 2 ou bien 3 cardiologues. Ou 2 sont du public, et 2 sont du privé, et 1 du public. Comment est-ce qu'on peut dire que par exemple là, on demande de choisir. Le seul cardiologue du nord qui est dans le public, il choisit de travailler dans le public. Et il ne va plus... Les 2 du public n'ont pas de... Les 2 du privé? Du privé du moins. Ils n'ont pas de contrat avec le public. Bon, il y a des contrats de consultation. Non, parce que vous parlez comme si il n'y a pas de contrat. Voilà. Au CNH, tout le monde n'est pas agent permanent de l'État. Je suis entièrement d'accord. C'est là où il y a même le hic. Lorsque le gouvernement accepte utiliser des gens de l'extérieur parce qu'on a besoin d'eux de façon ponctuelle, il vient faire quelque chose et il repart. Comment contrôler réellement ceux-là? Ceux-là ne sont pas responsables, c'est pas souvent eux qui volent les appareils, par exemple. Ah, c'est pas souvent eux qui volent. Vous avez quelle preuve pour le dire? Vigilance. Mais dites-le, de apporter la preuve du contraire, vous. C'est pas eux qu'on nomme responsable, non? C'est pas eux qu'on nomme responsable. Mais voilà. Quand on dit, par exemple, dans un centre que, on a perdu, par exemple, le stéthoscope que le cardiologue utilisait, on va appeler le cardio, non, ben, je n'y ai pas touché. On va appeler l'aide, je n'y ai pas touché. On tourne en bourrique, on ne sait pas comment, qu'est-ce que ça s'est passé. Et puis, comme c'est pour le public, ça passe souvent. Moi, je dis toujours quelque chose. J'ai très mal quand je vois ces centres de santé publics délaissés, ces centres de santé publics malmenés. Parce que ces centres de santé publics, c'est le fonds du contribuable qui a permis de construire ces centres. Donc, normalement, on doit prendre ça comme notre chose. Ça, là, je le reconnais. Tout le monde ne prend pas les trucs, la chose publique comme quelque chose qui nous appartient. On laisse se gâter et puis on revient dans le privé parce que là, on gagne beaucoup plus. Pourquoi l'État ne va pas chercher des mesures compensatoires pour dire, bon, tu dis que tu es dans le public. Si on te voit réellement là-bas, tu es passible de telle chose. Mais en compensation, tu es bien. Là, on va punir et il n'y aura pas de problème. Mais si c'est dans les conditions dans lesquelles on exerce actuellement, le plateau technique, la rémunération, et qu'on dit, on ne veut pas qu'on aille, le médecin du public fera ce qu'il peut. Et c'est la population qui va en partir. Là, je reviens encore dessus que la population va en partir. Nelly Dogino. Oui. C'est juste pour assurer Ulrich qu'un syndicat, c'est pour la défense des intérêts de ces syndiqués. L'amélioration des conditions de vie et de travail des syndiqués. Mais ça passe également pas forcément ça passe des également populations. Les populations peuvent se retrouver en association et se battre pour de meilleures conditions, de meilleures prestations dans les services. Juste pour dire, ils ont peur de faire un choix, c'est tout. Ils ont peur de faire un choix. Et ils font un clin d'œil à la population. C'est vous qui allez en partie. Décidez, faites vos choix. Parce que nous savons comment les hôpitaux fonctionnent. À moins que vous n'ayez pas, ou vous n'ayez pas cette chance de fréquenter les hôpitaux, que vous avez la santé robuste et que vous n'avez jamais affaire à eux. On sait comment ça fonctionne. On a fait des télétons dans ce pays, de dons de matériel. Où sont passés tous ces dons-là? On a évalué à des dizaines de milliards. Des dons sous un régime précédent. Où sont passés ce que je dis tout simplement, faites vos choix. Le gouvernement qui a pris sa décision va trancher. Même si on lui reproche... Il ne refuse. Oui, vous voulez réagir. Je ne refuse pas le choix. Et vous avez sorti quelque chose, le téléthon sous le régime défunt. Quand on a fini de faire ça, c'est à coup de milliards, de dizaines de milliards, vous avez dit. Mais dites-moi aujourd'hui, est-ce que le gouvernement peut me dire que quand on a fait ce téléphone, on a mis le matériel à disposition, est-ce qu'il y a eu quand même un suivi? Bon, le politique peut parler à tout moment, dire que non, ça ne va pas, on a constaté que ça ne va pas dans la population, on veut faire ci, on veut faire ça, on veut faire ça. Quand on prend ces mesures, est-ce qu'on suit réellement? Vous avez parlé de près de 10 milliards de matériel, aujourd'hui qu'on peut réellement pas retrouver. Mais c'est parce qu'il y a une certaine légèreté que les agents de santé se sont permis le luxe de faire tout ça. Si aujourd'hui le gouvernement
joue réellement son rôle. Vous qui avez prêté le serment d'Hippocrate, sauver des vies, pourquoi devriez-vous détourner le matériel qui est destiné à sauver ces vies? C'est la question que je pose. Entièrement d'accord. Vous êtes la petite fille de Hippocrate. Est-ce que réellement dans les centres de santé, c'est les agents qualifiés? Moi, je parle des agents qualifiés. Je ne parle pas pour ces agents sortis de nulle part et qui pullulent dans les centres publics. Je vous dis qu'ils pullulent dans les centres publics aussi. Je ne parle pas de ces agents, mais un agent qualifié qui a réellement prêté serment, qui sait ce pourquoi il a choisi la médecine, la santé, ne détourne pas le matériel de l'hôpital. On en a attrapé des nettoyants qui rentrent à la maison avec des cuvettes, des ci, des ça. Et quand tu leur demandes, tu veux faire quoi avec? On dit qu'il en a besoin. Tu vois, il est à la maison, il est en train de consulter dans une cabine. Un nettoyant. Ce que médecin, moi, je n'ai jamais consulté chez moi. Parce que je sais que c'est illégal. Parce que je sais que ça ne se fait pas. Parce que je sais que je n'ai pas les conditions optimales pour pouvoir prendre un patient à la maison. Mais celui-là, à qui on n'a donné aucune formation, qui se retrouve dans un centre et qui pense que, bon, c'est lui le médecin, il va faire des conneries. Et on va passer tout le temps que, ah non, c'est les agents du public qui détournent le matériel, qui amènent ça en privé. Tu es dans le privé. On vient te donner un matériel. Ah, docteur, j'ai telle chose à vendre, hein, c'est la dernière génération. Hein. Eh ben, toi, tu as ta clinique que tu veux faire fonctionner. Tu as acheté. Ça, c'est le recel. C'est le recel. Normalement, pourquoi ne pas faire réellement le point d'un certain nombre de matériel qui circulent dans les hôpitaux, autant publics que privés au Bénin? En fait, moi, là où je demande au gouvernement de faire plus d'efforts, c'est que là où tu es, ton mari ne peut pas te donner 5 000 francs pour dire, bon, je veux que tu fasses telle chose avec les 5 000 francs. Et à la fin, tu fais exactement le contraire, il va revenir à la maison et te laisser. Non, il va te gronder. Il va te dire, retourne-moi mes 5 000. Pourquoi le gouvernement, quand le gouvernement met à disposition et agents de santé, je ne parle pas que du matériel et agents de santé, pourquoi le gouvernement ne sévit-il pas? Docteur Yannick Tantian, nous parlons aujourd'hui de cette réforme du gouvernement, d'accord, qui vise à assainir le milieu de la santé. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être la méthodologie qui ne vous arrange pas, ou que vous trouvez peut-être que avec cette démarche, si on doit suivre ce processus, les populations pourront en pâtir ou seront peut-être lésées. Mais ce que vous n'avez peut-être pas dit, il y a des syndicats, vous avez par exemple le syndicat, je crois, Unité CLHU de Théophile Dossou qui a applaudi la chose. Tout le monde en a tous applaudi. Moi, oui, mais il a demandé à ses collègues de faire un choix. Et beaucoup, dans presque tous les centres publics, les directeurs des hôpitaux ont demandé de faire un choix. Les représentants du personnel ont demandé de faire un choix. Nous tous, on a applaudi. On a fait un choix. Mais nous, on représente les médecins, on représente ces agents de santé. On se dit, si on applique ces décisions comme ça, demain, ça serait pire. C'est pourquoi nous, on est en train de... choisir, ce n'est pas difficile. Mais quand on va finir de choisir, c'est ce que ça va donner comme conséquence. C'est ça que nous, on est en train de décrire. Au Bénin, on ne recrute pas beaucoup. Il y a plein de médecins qui sont dans le Cotonou, qui sont des diplômés sans emploi. Ce que je veux dire, est-ce que les médecins qui n'ont pas, d'accord, d'autres centres ou d'autres cabinets ou des cabinets privés, est-ce que ces médecins tiennent le même langage que vous? Parce que quand je vois un peu Théophile Dossou, je me suis dit, bon, c'est tellement que lui, il n'est pas concerné, ou ceux-là qu'il dirige ne sont pas concernés. Donc, bon, même s'ils étaient concernés, qu'ils fassent un choix. Mais ceux qui éprouvent aujourd'hui de difficultés à faire ce choix, ce sont ceux peut-être qui ont des intérêts parallèles. Oui, je suis d'accord, intérêts parallèles. Et si un médecin aujourd'hui disait qu'il était fier de ce qu'était le système sanitaire au Bénin avant, ben ça veut dire que celui-là ne devait même pas être dans le code de la santé. Personne n'était fier réellement de ça. On sait ce qui se passait. Vente illicite de médicaments, vol, rançonnement... Et pourtant, vous étiez dedans. Non! Pourtant, on était dedans parce que le chef de famille qui doit taper de poing ferme sur la table pour dire ça ne doit pas continuer, ne l'a pas fait. Mais quand il a décidé de le faire aujourd'hui, oui, nous, on veut juste les mesures d'accompagnement. On veut être rassuré que, ok, aujourd'hui, si je dis, je travaille que dans le public, monsieur le ministre de la Santé, moi, je ne vais même plus mettre pied dans le privé. Ah, est-ce que quelque chose devrait accompagner? Est-ce que je vais me sentir à l'aise quand je serai en train de travailler? Est-ce que moi, pendant très longtemps au CNHU, je ne vais pas dire ce pourquoi le bilan, pour quel bilan on était obligé chaque fois d'envoyer des patients dans le privé. Parce qu'il n'y avait pas ça dans le CNHU. On en avait, mais il manquait seulement quelque chose d'à peine 200 000. Mais parce qu'on n'a jamais payé ça pendant près de 10 ans. On était obligé de dire aux patients d'aller dans le privé. Si aujourd'hui, on choisit, nous tous, de travailler dans le public, et que ce matériel n'est pas au point,
Vous voulez qu'on fonctionne comment? Qui va en partir réellement? Vigile avancé, faire un choix, c'est des intérêts qui sont menacés. Est-ce que ce n'est pas dans cette logique que aujourd'hui vous inscrivez la démarche des membres du syndicat autonome des médecins du Bénin, parce que une fois qu'ils seront dans le public où ils auraient fait ce choix, eh ben, il leur serait donc difficile donc de vaquer à d'autres occupations. Dans le même temps, le gouvernement doit quand même arrondir les choses, ou bon, les primes et autres. Et tout au moins, quand on parle même du plateau technique, lorsque le plateau technique est là et répond, alors on peut peut-être travailler, trouver des à côté. Non, moi, je pense que le syndicat du docteur Tandier et moi, nous disons la même chose juste là. Juste que je dis, c'est un combat qui n'est pas le leur, celui de se préoccuper des mesures. Pourquoi je le dis? Il n'est pas responsable de la part, n'est-ce pas, du gouvernement de ne pas accompagner cette décision des mesures. Et donc, pour moi, c'est absolu, il le fera. Il faut attendre que... Maintenant, quel type de mesures vont accompagner cela? C'est peut-être sur ça qu'on peut avoir à discuter. Mais on ne peut pas prendre telle décision et dit qu'il n'y aura pas de mesures. Donc forcément, il aura de mesures. La méthode, oui, l'état des lieux n'a pas été fait, on ne sait pas si... Je suis entièrement d'accord aussi. Mais bon, la décision est déjà mise en œuvre et sans doute, on ne pourra pas reculer. Il ne sera pas possible de demander à un gouvernement ou à un pouvoir qui sait qu'en octobre, c'est le contrat robot qui va commencer, n'est-ce pas, de renoncer à cela et de commencer en fin de mandat. Ce n'est pas possible non plus. Donc, c'est lancé, le moteur est lancé et il va falloir, n'est-ce pas, arranger en cours de route ce qui ne va pas. C'est là, encore une fois, où je trouve l'intérêt, n'est-ce pas, de ces genres de sorties médiatiques. Mais ça peut se limiter là. Les centres illégaux, il en a parlé. Pour moi, non, on n'a pas besoin de fermer les centres illégaux d'abord. Parce que ces centres-là, ce ne sont pas les pêcheurs. Ce n'est pas les pêcheurs de Diefa qui ouvrent ça. Ce n'est pas le mécanicien. C'est vous encore. C'est toujours les acteurs. C'est toujours vous, agents de santé. Et quand vous dites centres illégaux, ça veut dire que c'est des centres qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas l'autorisation. Et donc, cette décision-là, encore une fois, celui-là, c'est même qui n'a pas de privé à choisir. Celui-là qui a de centre est illégal. Il sait que lui n'a même pas de choix à faire. Il ferme sa baraque à la maison simplement et il revient travailler. Donc, pour moi, décider, n'est-ce pas, de demander aux acteurs de faire un choix par rapport à ça, ça ne pose aucun problème. On n'a pas besoin de fermer les centres illégaux d'abord. Oui, vous allez faire un choix. Ceux qui ont des centres illégaux, ils n'ont pas de choix. Sans doute, c'est une feuille de route qu'a le gouvernement. C'est la première étape. Les autres... ils vont même pas être frappés, ils vont être broyés, de mon point de vue. Le docteur Tandier dit, ou si je ne me trompe, je n'abuse, que cette première étape a été mal choisie. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire en amont. Oui, je suis d'accord. Je vois, c'est même la faiblesse du scientifique. Hein. Il veut d'abord qu'on fasse l'état des lieux avant, n'est-ce pas, de perpétrer la décision, cette réforme-là. Je suis entièrement d'accord. Mais je dis encore une fois, l'autre état des lieux, c'est que la décision a déjà été mise en pratique. Peut-on attendre? Je viens de démontrer maintenant que ce n'est pas possible. Donc, il va falloir, n'est-ce pas, pouvoir faire ces genres d'observations, puisque pour la plupart, ils ont choisi d'ailleurs le public, ils vont choisir le public. Donc, devrait, n'est-ce pas, pour que leur milieu de travail soit assaini à leur guise. Et nous, on reviendra sur ce plateau, on reviendra autour de cette table pour mettre la pression sur le gouvernement. Parce que c'est dans un contexte où, avec ces mêmes argent, on a d'abord enlevé le droit de grève. Ça veut dire que demain, si le gouvernement ne met pas en œuvre les mesures qui devaient venir, ils n'ont même pas de moyens de revendiquer. Et dans ce cas, c'est ce que dit le docteur Yannick Tandier qui va se voir, à savoir qu'ils vont laisser les patients mourir de ça seulement parce qu'ils ne vont même pas aller, n'est-ce pas, dire bon, on va protester pour que ceci soit amélioré. Non, je pense que tout se tient à partir de cette décision. L'appareil qui se garde, qui ne coûte que 200 000, qui reste là, non réparé pendant 10 ans, vous allez voir que ça va s'arrêter net. C'est comme les cliniques, les centres illégaux. Ça va s'arrêter net, ça va être réparé.
Donc, la gouvernance, forcément, cette décision, cette mesure aura de l'impact aussi sur la gouvernance. Vous avez parlé, ça, je ne pourrais pas laisser ça passer, Théophile Dossou. Oui. Pour moi, ce n'est pas une référence. Et peut-être par camaraderie, parce qu'ils sont des syndicalistes, ils ne peuvent pas le dire. Mais nous, acteurs, là, on peut le dire. Je ne l'insulte pas. Je suis observateur. J'ai vu que Théophile Dossou, depuis des années, depuis des régimes, allais-je dire, n'est-ce pas, il s'est toujours arrangé, n'est-ce pas, pour s'agripper à un régime. Vous l'avez vu sous Kérékou, vous l'avez vu sous Boniaï, je ne cite pas, même sous Patrice Talon. Vous avez vu, il a eu des difficultés à un moment donné à faire la transition, puis rapidement, comme l'autre serpent, il a changé de peau. Ça a commencé par la décision, n'est-ce pas, de la suppression du droit de grève aux agents de santé. Une décision que lui seul avait trouvé bonne, qu'il a applaudi, puis rapidement, comme ça ne suffisait pas, il fait l'autre rentrée et il se dépêche d'applaudir ça. Moi, vous embrouillez les messages quand vous faites référence à ça. Nelly de Gino, finalement, la décision, le gouvernement ne peut donc rebousser chemin. Il continue dans cette dynamique et vous le soutenez. Nous le soutenons. Non pas que je le soutiens. Pas que je le soutiens. Mais l'initiative, elle est bonne. Pour au moins la personne que je suis. Cette personne qui peut être appelée un jour à aller à l'hôpital. Pour que j'ai la chance d'avoir le médecin qui doit s'occuper de moi au poste. Qu'on ne me dise pas qu'il est à la maison. Qu'on ne me dise pas, attends, dans 3 heures, il sera là. Et quand il vient dans 3 heures, il vient avec une ordre de patient qui n'a pas pu recevoir dans son cabinet. Et c'est d'abord eux qui passent avant moi. Le temps peut-être, pour les malchanceux, ils seront de pied sous terre. Ceux qui ont la chance encore de vivre vont vivre. Mais le cas serait déjà compliqué. La douleur aurait eu raison de la personne. C'est une bonne initiative. Et nous avons dit, avant qu'on en arrive là, il fallait prendre des mesures. Puisque les mesures n'ont pas été prises et la réforme a été lancée, laissons faire. Et voyons après comment ça va se faire. C'est aussi simple que ça. Vous avez été recruté comme agent permanent de l'État. Donc vous travaillez de façon permanente pour l'État. Mais il se fait que vous délaissez le travail pour lequel vous êtes rémunéré avec des primes pour vous occuper pratiquement de votre clinique. C'est parce qu'il manque la motivation. Je ne dirais pas ça. C'est vrai, il n'y a pas le plateau technique, on décrit. Il y a dans des privés. En fait, le privé, c'est comme une entreprise, comme toute entreprise que vous créez. Vous y mettez les moyens. C'est ceux qui en ont qui ont fait des prêts. C'est ceux qui en ont qui ont fait de vrais projets. Qui ont investi parfois des milliards dans leur clinique pour avoir ce que le public n'a pas. Du coup, on a la clientèle. Donc, c'est une entreprise régie par l'intérêt et le bénéfice. Ça, c'est autre chose. Mais je dis, quand le gouvernement prend une décision du genre, faites vos choix. Faites le choix. Prenons l'exemple que demain, le 30 août, sur 100 médecins spécialistes, 95 se retrouvent dans le privé pour dire, moi, mon business me marche bien. Mon entreprise de cabinet de clinique, ça me marche bien. Vous pouvez garder vos miettes que vous me donnez. C'est vrai, on reconnaît que le médecin béninois est sous-payé par rapport aux médecins de la sous-région. Vous avez fait une formation de 13 ans de votre vie et on vous paye des sommes modiques comparativement à ceux qui se disent au cadre quelque part, qui vont dormir peut-être à longueur de journée dans un cabinet, dans un bureau fermé à double quai, profiter du climatiseur que vous et moi nous allons payer après. Que des gens qui sont dans leur vie au quotidien à sauver des vies, à vivre ce stress-là, après 13 années d'investissement dans leur profession pour recevoir la formation, qu'on les paye au rabais. Alors que le monsieur a trouvé la formule de s'épanouir dans son travail, non seulement il se donne les moyens pour avoir le matériel adéquat, il se donne aussi le moyen d'avoir la clientèle. Donc, quand vous faites ça, et que sur les 100, 95 ou 98 disent, moi j'ai ma clinique, j'ai le matériel qu'il faut pour exercer en toute légalité, je fais l'option. Il y en a qui ont démissionné de la fonction publique pour être dans le privé.
C'est aussi simple que ça. C'est comme tout autre corps. C'est parce que c'est sensible, il s'agit des êtres humains qu'on est en train de faire débat. Hein. Vous travaillez sur quelle chaîne? Une chaîne privée de radio. Il y a l'ORTV TV là-bas. Est-ce qu'il y a problème? Il n'y a aucun problème. Chacun se sent à l'aise dans son coin. Mais c'est parce qu'il s'agit des vies. Et on se dit, il faut faire attention. Disons à la dent du 31, qu'il y a 98 sur 100 qui ont fait l'option, c'est-à-dire des spécialistes qui ont fait l'option. Dans ce cas, le gouvernement prendra ses responsabilités. On verra comment le gouvernement va recruter. Ou soit le gouvernement va se retrouver, parce que c'est pas évident de recruter en même temps des spécialistes. Hein. Non, mais parce que quand on dit spécialiste, c'est pas le métier. Les Béninois sont reconnus à l'étranger. Il y a beaucoup de Béninois qui exercent la profession. Ce qui veut dire, pour faire venir un médecin qui exerce en France, avec ce qu'il gagne, tout ce qu'il gagne, les privilèges, l'assurance, tout ce qu'il a dans son boulot, pour le faire revenir au Bénin exercer, il va falloir améliorer les conditions de vie et de travail. C'est ça. Alors, docteur Yannick Tandier, vous voulez réagir par rapport à tout ce que vous avez entendu des collègues? Ce qu'elle a dit, il y a une très grande part de vérité dedans. Le choix, ce n'est pas le problème. Le choix, ce n'est pas le problème. C'est parce qu'il s'agit des vies humaines qu'on est en train de crier, on est en train de dire, ah, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Je reviens toujours sur ça, au début de cette émission, de ce débat, j'ai dit, l'état des lieux. Aujourd'hui, je prends des domaines, je vais citer même des spécialités. Je prends les cardiologues, je prends les uros, je prends les neuros, je prends par exemple les rhumatos, un chirurgien cardiothoracique, le seul peut-être qu'on a encore pour le moment au Bénin. Je prends ces spécialités où à peine ils font 10 ou bien 15. Et l'État n'a pu recruter que 1 ou bien 2. Tout le reste, c'est des gens qui font leurs prestations dans le public et qui vont et qui viennent. Et parfois, les centres ont recours à eux et on les invite, ils vont travailler. Si on demande de choisir ou non, je dis non. Parce que je me retrouve dans le cas qui avons décidé, même parce que l'État, même quand l'État ne nous a pas engagés, on a décidé de travailler pour l'État, en étant prestataire. Là où ça va, et on travaille aussi dans les cliniques. Le contrat du prestataire, c'est différent du contrat d'un agent de santé. Tout à fait. Et on se retrouve maintenant aujourd'hui à choisir. Ça là, il n'y a même pas, on ne va même pas réfléchir. Donc, imaginez que tous ceux-là... Je crois que l'État, le gouvernement parle d'avoir des agents permanents de l'État. Il parle des agents permanents de l'État, merci. Nous tous, par exemple, dans un centre où moi je travaille, et puis il n'y a qu'un seul agent permanent de l'État. Les 5 autres médecins qui s'ajoutent, ce sont des prestataires. Et c'est des gens qui travaillent aussi dans des privés et qui ont décidé alors de consacrer leur temps au public. Quand tous ceux-là vont débarquer de l'hôpital public, ça va rester quoi? En fait, c'est ce que nous sommes en train de dire. Est-ce qu'on a fait l'état des lieux? Qui sont ceux qui travaillent réellement dans les centres publics, vous pensez? Ce n'est pas les agents permanents de l'État. C'est au CNHU qu'on a gavé le CNHU d'agents permanents de l'État. Je pense que, je le dis, j'ai bien pesé mes mots, gavé le CNHU d'agents permanents de l'État. Peut-être, je ne sais pas si réellement ils font ce pourquoi ils sont là, ça là, je le dis. Mais si l'État avait pris les ressources, au Bénin, au complet, nous avons combien? Nous avons 10, par exemple, de cette spécialité. Il y en a 6 au CNHU. Non, 6 ne peut pas rester au CNHU. Bon, ok, on envoie 2 ou bien 3 dans le nord, on envoie 2 dans le centre. En fait, si on avait fait, par exemple, ce travail un peu au préalable, il y en a des gens qui sont en chômage, qui travaillent dans le privé, on en a besoin de plus, on en recrute en plus, on les répartit. On sait que, quand on vient dans telle zone, on va avoir telle spécialité, on va avoir telle spécialité. Aujourd'hui, si l'État prend ces décisions, on va dire, monsieur, tu es en train de faire du bon boulot parce que tu as pris la peine de faire correctement le recrutement, la répartition. On sait que dans telle zone, on va avoir le spécialiste dont on a besoin. Si ce n'est pas l'année passée, le centre du Bénin n'a jamais eu, je vous dis, après Alada jusqu'à Tchaourou, ils n'ont jamais connu d'urologue. Mais il y en a par exemple plein qui sont à la maison. De toutes ces régions, on n'a jamais connu de neurologue, ni de neurochirurgien. Mais il y en a qui sont venus et qui sont en train de travailler dans le Donc, il faut également dire au gouvernement de recruter. Merci. Recruter. Ça fait partie des mesures. Merci. Accompagner la décision. Il ne peut pas. Parce qu'il y a également l'hôpital de référence d'Alada qui est aujourd'hui en cours. C'est-à-dire qu'il faut également des médecins. Il faut des médecins pour travailler dans ces centres. Il faut équiper ces centres. Il faut donner la main au travail du public de pouvoir faire réellement ce pourquoi on l'a recruté. Une dernière question, jusqu'où vous comptez aller dans votre démarche? Bon, on va parler. C'est l'autorité. L'autorité a décidé et on se plie, mais on va parler. Si l'autorité décide, qu'on discute, vous pensez quoi? Nous, on a des propositions. On a
proposer, il y a plein de trucs. Les conséquences que ça peut avoir, qu'est-ce qu'on peut faire comme solution. On discute avec l'autorité, on lui propose des choses. C'est à l'autorité d'analyser, de voir, ah, je peux appliquer ce que les syndicats sont en train de nous proposer. On ne dit pas obligatoirement de prolonger, par exemple, le temps qu'on nous a donné. Mais ce que ça va avoir comme conséquence, ceux qui travaillent réellement sur le terrain, ils projettent ça déjà. Rester dans un bureau et prendre des décisions, c'est différent de celui qui est sur le terrain et en train de travailler. Donc, si on discute avec ceux qui sont réellement sur le terrain, ce qu'on a eu, on a recueilli comme avis, on ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire que ça ne peut pas aller. On a recueilli des avis, on a vu des gens qui travaillent dans certaines conditions. Et quand ils vont quitter ces conditions, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on va discuter avec l'autorité. L'autorité va voir la pertinence de ce qu'on est en train de dire, faire des choix et accompagner vraiment cette mesure qui va faire du bien à la santé au Bénin. Ça, là, je le dis, choisir fera du bien à la santé au Bénin. On ne peut pas rester figé dans le schéma que la plupart des acteurs de la santé aujourd'hui vont choisir d'aller évoluer dans le privé. C'est dans cette option que marche donc ce que propose le syndicaliste. Moi, je pense que l'État a fait ici le choix, n'est-ce pas, de voir clair dans les choses avant, n'est-ce pas, de perpétrer, de faire des réglages. C'est de son ressort. Et je dis encore une fois, ces gens d'alerte sont importants parce qu'on sait que le pouvoir actuel a ce propre-là, n'est-ce pas, de décider avant de voir les mesures ou de ne pas du tout voir les mesures venir. Je ne peux donner que 2 cas, comment vous avez appelé, le déguerpissement par exemple. C'est après qu'on a su qu'il faut créer des marchés, n'est-ce pas, renvoyer ces personnes-là dans les marchés. Les bus, les minibus, ils vont plus prendre des passagers à des points donnés, mais quand on a refusé ça, c'est où désormais? Et jusqu'à ce jour-là, ils évoluent comme des clandestins au Bénin, dans leur propre pays, comme c'est une activité illégale. Si les bus, c'est une activité illégale, vous supprimez, mais vous ne laissez pas les gens aller se faire chasser par les policiers partout, ils n'ont aucun endroit où ils peuvent aller prendre des passagers. Donc le gouvernement, le pouvoir a propre cette caractéristique-là, et je suis d'accord que ces gens d'alerte devaient pouvoir les amener, n'est-ce pas, prendre conscience, surtout qu'ici, il s'agit des personnes humaines. Elie de Ginou, pour finir. Oui. Souhaiter que le gouvernement puisse prendre la mesure qui va avec, la décision que prendra les acteurs de la santé, et que les mesures d'accompagnement puissent se faire, et surtout que nos agents de la santé puissent désormais faire le travail avec beaucoup plus de professionnalisme. C'est vrai, ils font avec ce qu'on leur donne. Mais on a besoin beaucoup plus d'engagement dans ce qu'ils font. D'accord. Merci beaucoup à vous, Nelly de Dinou. Merci également à Vigile Aroncé. Le docteur Yannick Tandier, chirurgien urologue, secrétaire à la revendication aux affaires juridiques du CIAMEB, syndicat CIAMEB, syndicat national ou syndicat autonome des médecins du Bénin. C'est ça. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Mohamed El Yamidi était à la mise en onde. Merci et à demain.